Bonjour, bienvenue à la première édition de l'événement Divado sur la collaboration. Je me présente, Réa Khalaf, je suis directrice de recherche collaborative et partenariat pour FINML et membre académique d'Ivado. Je serai la modératrice pour cette présentation. Quelques mentions en commençant. Le temps est précieux aujourd'hui puisque les présentations s'enchaînent, alors je vais vous rappeler lorsqu'il reste 2 minutes ou que c'est le temps de la dernière question. Pour les questions, vous remarquerez dans le chat qui devrait apparaître à droite de votre écran un onglet clavardage, questions et sondages. Merci d'utiliser l'onglet questions pour celle-ci et ça m'aiderait à ne pas en manquer à travers les discussions ou commentaires que vous pourriez faire dans l'onglet clavardage. Ce qui m'amène aussi à spécifier qu'il n'y a pas d'option d'interaction audio avec la plateforme, donc la manière d'interagir est par le chat et je rapporterai vos questions au présentateur à la fin de la présentation. Aussi, toutes les présentations sont enregistrées, donc si jamais vous hésitiez entre 2 présentations auxquelles vous voudriez participer, vous pourrez les revoir. Ce matin, nous avons Arthur Charpentier qui nous présentera des modélisations de comportement des compagnies d'assurance dans un marché compétitif. Arthur est professeur de mathématiques à l'UQAM. Il est professeur responsable du Joint Research Initiative du AXA Research Fund on Unusual Data for Insurance et travaille sur les modélisations prédictives en actuariat. Donc, sans plus tarder, Arthur, je vous laisse présenter. Parfait, merci beaucoup, Raya. Donc effectivement, Arthur Charpentier, je suis professeur à l'UQAM au département de mathématiques et je travaille en mathématiques et en statistiques actuarielles, en économie de l'assurance et je fais beaucoup de modélisation prédictive et je vais essayer de revenir un petit peu ce matin sur l'importance des modèles prédictifs en assurance. Pour l'histoire, j'ai été aussi responsable d'un programme de sciences de données pour les actuaires en France. Où on essayait de sensibiliser la science de données, mais aussi aux modèles prédictifs de type machine learning. Et il y a toutes sortes de projets sur lesquels je travaille et sur lesquels je reviendrai peut-être un tout petit peu plus tard. Donc, je vais revenir sur des expériences qu'on avait menées récemment, ce que j'avais appelé des insurance pricing game ou actuarial pricing game. L'idée était de regarder ce qui se passait sur des compétitions qu'on organisait pour essayer de comprendre le comportement des sociétés d'assurance dans un environnement compétitif. Puisque j'arrivais pas à faire les maths tout seul, on a eu cette idée de faire collaborer des actuaires. Donc ça avait été la première initiative avait été lancée avec l'Institut des actuaires. Il y avait un workshop qui était organisé qui s'appelait 100% Data Science for Actuaries. Et j'avais animé ce workshop où j'avais essayé de demander à des actuaires de participer, de créer des modèles. Et après, j'avais essayé de faire une compétition. Donc, je vais essayer de vous raconter un peu cette histoire d'association entre actuaires pour essayer de comprendre l'avenir des marchés d'assurance quand on commence à avoir des compétitions avec des algorithmes un peu différents de ceux qu'ils avaient l'habitude d'utiliser. Donc, avant de revenir sur le pricing game, je vais peut-être juste faire une toute petite parenthèse pour essayer d'expliquer ce qu'est l'assurance, parce que peut-être qu'il y a des participants ici qui sont pas familiers. Enfin, vous êtes tous un tout petit peu familiers parce que vous avez tous forcément des assurances. Mais le principe de base de l'assurance, et l'assurance est un peu différente de la finance en ce sens, c'est que c'est basé sur l'idée de l'agrégation des risques et de la mutualisation. Il y a cette définition de l'assurance qui est insurance is the contribution of the many to the misfortune of the few. L'idée, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui vont faire face à un risque et l'assurance va permettre, de par la loi des grands nombres, de créer un pool, de créer une mutualité dans laquelle tous les gens vont contribuer financièrement. Alors, on a aussi cette inversion du cycle de production classique en assurance, qui est que les gens payent pour quelque chose auquel personne n'a la moindre idée de la valeur. Donc, on paye une prime au début. Et en contrepartie, donc on achète la promesse que l'assureur nous indemnise si jamais on a un sinistre, quel qu'il soit. Et la grande difficulté, c'est de deviner quel est le niveau de la contribution pour qu'elle soit juste, donc juste à la fois pour l'assuré, c'est-à-dire que ça reflète effectivement son risque, mais aussi juste pour l'assureur, c'est-à-dire qu'il doit aussi avoir suffisamment pour pouvoir satisfaire les engagements qu'il a pris avec les assurés. Donc, le calcul de ces contributions est compliqué et on le voit, c'est fondamentalement un exercice de prospectif. On a besoin de prédire la charge annuelle de chacun des assurés. Donc, on a cet exercice fondamental de predictive modeling qui est la base même du fonctionnement de l'assurance. Et si elle est mal faite, on peut parfaitement avoir une faillite de compagnie d'assurance
soit parce que personne ne vient, soit parce qu'on a sous-tarifé et que l'argent collecté ne suffit pas à payer les primes. Alors, comment ça marche en pratique? En pratique, les acteurs aiment beaucoup utiliser des modèles de régression, des modèles classiques d'économétrie. Je pense essentiellement parce que les modèles économétriques sont fondamentalement probabilistes. Quand on fait une régression de Poisson, on suppose que la survenance des accidents suit une loi de Poisson. Et depuis au moins 2 siècles, on sait que la loi de Poisson marche très très bien pour modéliser des accidents et des petits nombres. Donc on a cette interprétation probabiliste qui plaît beaucoup. Donc les actuaires, pendant des décennies, ont utilisé des GLM. Mais depuis quelques temps, on voit arriver les algorithmes de machine learning, on voit arriver du boosting, on voit arriver du random forest. Alors on peut prendre des pertes qui auront une interprétation économique, mais assez souvent, on voit apparaître des acteurs dans des compagnies d'assurance qui n'ont aucune formation en actuariat, qui viennent d'une formation en sciences de données ou en machine learning et qui proposent des modèles un peu exotiques, en tout cas difficilement interprétables et qui mettent un petit peu en danger l'équilibre précaire des marchés d'assurance, en fait. Donc, la manière dont ça fonctionne classiquement, c'est qu'on a un ensemble d'apprentissage. L'ensemble d'apprentissage, ça va correspondre à l'historique que peuvent avoir les assureurs. Et à partir de cet ensemble d'apprentissage, on construit un modèle. Donc, je vais peut-être construire un modèle GLM parce que c'est ma culture, mais peut-être que j'aurai envie de faire des réseaux de neurones, j'ai envie de faire du boosting. Okay, donc, on peut avoir toutes sortes de modèles qui peuvent être construits. Ce qu'on apprend en machine learning et en économétrie, en fait, c'est que pour savoir si un modèle est bon, on va essayer d'avoir une base de validation, une base de test sur laquelle on va regarder comment se comporte notre modèle et de voir si jamais il se comporte bien. Donc, si jamais j'essaie de simplifier un tout petit peu l'assurance en disant qu'on veut juste savoir qui aura un accident, donc on s'intéresse à un problème binaire de survenance, non-survenance d'accident, on va construire par exemple une courbe ROC, on va calculer un AUC, et tous ces genres de métriques assez classiques finalement en machine learning pour voir si le modèle est bon ou pas. Je vais faire ça pour mon modèle GLM, je vais faire ça pour mon modèle de random forest, et c'est généralement là qu'on s'arrête dans toutes les formations en actuariat, et c'est généralement ce que font effectivement tous les actuaires. Mais malheureusement, ça reflète très très mal la pratique de l'assurance, parce que dans l'assurance, il y a de la compétition. Et la compétition, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le modèle, je dois pas le juger sur l'ensemble de la base de validation, je dois la juger sur la base des individus qui vont venir effectivement chez moi. C'est-à-dire que moi, je vais proposer des prix, mais j'ai peut-être un compétiteur qui utilise un autre algorithme qui va proposer des prix différents. Et les assurés, ils vont pas forcément venir chez moi. Donc, des personnes que j'aurais pu avoir dans ma base de validation, dans ces cas-là, pourraient partir chez un autre assureur, essentiellement parce que ces prix sont moins chers. Donc, on a pris une modélisation très, très simple du comportement des assurés qui est « je vais voir chez le moins cher ». Okay, donc, on peut imaginer que dans un monde où on a des brokers, c'est relativement cohérent, mais c'est quelque chose qui est complètement omis de la tarification en assurance. Donc, les assureurs raisonnent comme des data scientists, c'est-à-dire je vais construire un modèle, je vais le valider sur une base d'apprentissage, mais à aucun moment, je me dis qu'en face, j'ai un compétiteur qui, ça se trouve, va proposer un prix qui sera très différent de celui que j'ai proposé. Donc, classiquement, et c'est ça qu'on voulait essayer de regarder, donc nous, on a essayé d'organiser des jeux dans lesquels on proposait des bases à des actuaires, on leur demandait de faire des modèles, et ensuite, on essayait de regarder le comportement quand on créait cette compétition. Et sur cette compétition, là, par exemple, on voit que l'assureur 1, tout à l'heure, je le jugeais sur l'ensemble de la base, là, je dois le juger uniquement sur la base des contrats qu'il arrive à capter. Okay, donc, en fait, on peut voir, par exemple, qu'il a une part de marché qui est relativement moyenne, qu'il a à peu près 20% des assurés dans son portefeuille qui vont déclarer un sinistre. Okay, donc, on voit qu'il est petit et qu'il a un risque relativement important. Mais si jamais j'avais fait une compétition face à d'autres assureurs, donc toujours 5, mais cette fois-ci, j'en prends 2 autres que je vais permuter avec 2 autres, ben dans ces cas-là, on peut voir que sa part de marché, par exemple, elle augmente et que sa proportion de personnes qui sont sinistrées, elle diminue. Donc, on a quelque chose qui est un peu problématique, qui est que c'est pas du tout robuste, que le comportement d'un assureur, le comportement d'un modèle dépend non seulement du modèle qu'il construit, mais dépend aussi fondamentalement des modèles qui sont construits par les compétiteurs. Et ça nous a posé pas mal de questions. En tout cas, moi, ça m'a posé beaucoup de questions d'un point de vue théorique, qui est comment est-ce que je fais pour avoir un critère pour savoir si un modèle est bon. Je ne veux pas regarder le AUC, parce que les AUC, on le sait, sont des très mauvais critères en assurance. D'autant plus, si je peux faire une petite parenthèse, la plupart des modèles de machine learning marchent très très mal en assurance. Et c'est très bien comme ça en fait. Pourquoi pas les algorithmes de machine learning, par exemple, on va les utiliser sur des bases de détection ou de reconnaissance de caractères, par exemple. Donc pensez à la base MNIST. La base MNIST, vous avez des chiffres manuscrits. Le but est de créer un algorithme qui va vous classer
un 3, un 5 et un 7, et de vous dire ça c'est un 1, ça c'est un 3, ça c'est un 7. Et généralement, c'est possible de construire un très très bon modèle, un modèle quasiment parfait. En assurance, avoir un modèle parfait, c'est quelque chose qui est un peu problématique d'un point de vue philosophique. C'est qu'avoir un modèle parfait, ça veut dire que chacun paierait très exactement le risque qui fait porter à la compagnie d'assurance. Et c'est pas le but de l'assurance. Je veux dire, quelqu'un qui a un accident corporel parce qu'il a percuté un enfant sur un passage piéton, si jamais le sinistre coûte 7 millions de dollars, le prix juste ne serait pas de demander à la personne d'avoir payé une prime de 7 millions de dollars. Donc on voit que l'assurance, c'est un peu plus subtil que construire un modèle prédictif. On veut quelque chose qui soit quand même relativement proche du risque fondamental, mais on ne veut pas construire un modèle parfait. On sait que le modèle ne sera jamais parfait. Et effectivement, quand on fait des AUC, c'est très rare d'atteindre 60%. Donc on a des modèles qui sont assez mauvais. Malgré tout, il y a des signaux forts. Okay, on peut quand même extraire une tendance générale. On sait que les jeunes conducteurs sont généralement plus risqués. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a une interprétation. Donc avoir des modèles interprétables, c'est toujours très important en assurance. Donc on a des modèles qu'on peut comprendre, mais qui restent relativement mauvais dans le sens où je pourrais jamais prédire dans ma base de données qui aura un accident. Et je pense que c'est très bien comme ça. Mais le problème, c'est que tous les modèles qui étaient historiquement tous les mêmes, on va dire, en gros du GLM, des modèles linéaires généralisés, qui donnaient des prix relativement consistants entre les différentes entreprises. C'est que, en gros, les entreprises étaient plutôt différentes en termes de base d'apprentissage, non pas en termes de modèles. Là, tout d'un coup, on voit arriver des nouveaux modèles, et tout d'un coup, on a des compagnies qui ont non seulement des données très différentes, parce qu'ils ont un portefeuille qui a une exposition très différente, mais en plus des modèles qui sont très différents. Et on voit sur cet exemple, et encore une fois, j'ai la même chose sur des vraies données, qu'on peut avoir des choses totalement différentes. On peut avoir des modèles qui pensent qu'un assuré est un bon risque, un autre modèle qui va penser qu'il est un mauvais risque. Et quand on les met en compétition, bah forcément, on arrive à des équilibres un peu compliqués. Donc, on est arrivé à cette conclusion assez rapidement qu'il y avait des soucis. En essayant de faire des maths, moi, j'avais pas grand-chose. J'ai tenté des expériences, donc j'en avais parlé un tout petit peu. En 2015, j'ai commencé mes premières expériences. Donc, j'avais une quinzaine d'actuaires qui avaient participé au workshop organisé par l'Institut des actuaires. Donc, on avait 15 actuaires qui avaient participé, dans le sens où je leur donnais une base de données. Ils me renvoyaient des prix sur une base de tests. Et moi, après, je créais la compétition en mettant ces 15 modèles en compétition, en essayant de voir qui s'en sortait mieux. Mais c'était un peu rigide. On ne pouvait pas créer des compétitions compliquées. J'ai refait le jeu en 2016, en 2017, en essayant d'introduire des petites subtilités. Mais ça restait relativement simple et on n'avait pas beaucoup de participants. Donc, en termes de collaboration et d'engagement d'une communauté d'actuaires, c'était relativement faible. Au début d'année, on a lancé un jeu avec des collègues à Imperial College qu'on a lancé sur la plateforme AI Crowd. Et le but était de proposer à des gens de participer à mes pricing games, de leur dire, ben voilà, on vous donne accès à une base d'apprentissage, construisez des modèles, et le but n'est pas d'être bon, donc ce ne sera pas un Kaggle, dans le sens où le but n'est pas d'avoir un bon AUC. Le but est qu'on va vous mettre en compétition avec les autres participants, et votre but, c'est d'avoir un profit maximal. Okay, donc on vient dans une logique assez commerciale de l'assurance, essentiellement parce qu'il nous fallait un critère pour que les gens soient incités à jouer. Moi, dans les précédentes compétitions que je faisais, je disais très explicitement que c'était un jeu, mais c'était un jeu sans règles et sans prix. Donc les gens devaient juste me proposer des modèles et après je discutais, j'expliquais les conclusions qu'on avait. Là, on avait quand même un prix, donc on pouvait gagner de l'argent, donc on essayait quand même de motiver un peu plus de monde. Et ça a été un gros succès, puisqu'on a eu à peu près 2000 participants, ce qui est relativement gros. On a eu plus de 10 000 modèles qui ont été soumis. Okay, et à partir de là, on a pu mettre en place toutes sortes de choses pour essayer d'analyser un petit peu le comportement des marchés. Donc, on a eu la chance d'avoir cette communauté très riche qui non seulement participait, mais en plus discutait énormément. C'est qu'on a eu un forum de discussion qui était passionnant parce qu'on avait plein d'acteurs qui discutaient et qui disaient « Moi, j'ai tenté ce modèle et j'ai un truc bizarre. Est-ce que quelqu'un a observé la même chose ?» Et on a eu plein de choses. Le forum de discussion en lui-même presque pourrait suffire à écrire un papier de recherche sur ces questions-là. Donc, on a eu beaucoup d'engagement de toute cette communauté qui a bien voulu collaborer avec nous pour essayer de nous faire comprendre un peu comment se comportaient les marchés d'assurance dans une compétition. La grosse différence, et c'est pour ça qu'on a adoré ce jeu avec AI Crowd, c'est que moi, classiquement, je donnais à disposition une base de données. Je disais aux gens, faites le modèle que vous voulez. Vous voulez utiliser SAS, vous pouvez utiliser R, vous voulez utiliser Python, whatever, faites ce que vous voulez. À la fin, vous me renvoyez un CSV, un fichier CSV avec des prix. Et après, moi, je ferai mes compétitions. Donc, je demandais des prix, donc je restais bloqué avec le fait que j'avais juste un vecteur de prix, et c'était tout. Là, on a pu mettre en place une plateforme sur laquelle on faisait tourner les modèles. Donc, en fait, les gens pouvaient soumettre des codes en R et en Python, et derrière, ça tournait. Et l'autre gros avantage, c'est qu'on n'avait plus besoin de partager notre base de test.
Donc ça nous a permis en fait de garder une base complètement gigantesque pour faire des tests et pour pouvoir donner des informations sans pour autant la partager. C'est qu'on a eu un assureur qui a bien voulu donner l'équivalent de 3 millions de contrats. Donc on a beaucoup de données réelles d'assureurs. On a donné une petite partie pour que les gens puissent apprendre. Donc à peu près 1/5 de la base a servi pour construire des modèles. Mais on a pu faire des tests sur différentes parties de la base et essayer de comprendre ce qui se passait. Donc on a pu faire toutes sortes de tests. On a eu plus de 10 000 modèles qui ont été soumis. Donc on a pu faire toutes sortes de choses. Le modèle, encore une fois, était très simple. C'est vous participez, vous soumettez un prix, vous vous retrouvez dans une compétition toujours face à 9 assureurs, face à 9 autres modèles. Donc, on crée des petits marchés avec 10 assureurs, ce qui était relativement consistant, en fait, avec le fait qu'on avait à peu près 2 millions de contrats dans notre base. Donc, on a à peu près 10 compagnies qui se font une compétition sur 2 millions de contrats. Donc, ça nous donne suffisamment de robustesse, en tout cas dans nos conclusions, pour pouvoir dire des choses. Et on part du fait que les assurés vont chez le moins cher. Alors, c'est une hypothèse qui est très forte, on essaye de relâcher, mais on a beaucoup de mal, essentiellement parce que derrière se cachent des problèmes de behavioral economics. Donc, on essaie de comprendre pourquoi les gens vont chez un assureur. Il y a tout un effet marque, il y a un effet qu'on n'arrive pas à modéliser proprement, en tout cas, puisqu'essentiellement, les gens participent de manière anonyme. Donc, on a l'assureur 1 qui joue contre l'assureur 37, mais il n'y a pas d'effet de l'assureur 37 est prestigieux, on sait qu'il est solide, je vais aller chez lui. Donc, pour le moment, on a juste mis en place ce mécanisme où on va chez le moins cher. Mais encore une fois, comme on a tous les modèles, en fait, on peut créer le modèle qu'on veut. On pourrait dire, la personne tire au hasard parmi les 3 moins chers. Donc, on peut mettre en place toutes sortes de mécanismes sur les marchés d'assurance et ça nous permet de voir un petit peu quels seraient les équilibres. Donc, on a eu cette plateforme sur iCrowd qui a tourné pendant 2 mois, donc en janvier et février, qui nous ont permis de mettre en place une première série de jeux. Donc, les joueurs pouvaient soumettre des jeux et avaient un retour. Alors, on a mis en place des systèmes de retour hebdomadaires où les gens voyaient ce que donnait le dernier modèle qu'ils avaient soumis. Donc, par exemple, ici, on avait une soumission d'un des modèles et on voyait la distribution. Alors, on générait 1 millier à peu près de marchés. Donc, on le mettait en compétition avec à chaque fois 9 compétiteurs dans à peu près 1 millier de simulations. Et on regardait la distribution du profit versus la distribution de la part de marché. En essayant de comprendre est-ce que la personne faisait plutôt du profit ou perdait plutôt de l'argent, quelle était la taille de son portefeuille, est-ce qu'il était un petit sur le marché ou plutôt gros. Et donc, on leur donnait cette information et après, c'était à eux de dire je vais mettre à jour mon modèle, sachant qu'ici, j'ai gagné plutôt de l'argent. Il y a des scénarios où j'en perds, il y a des scénarios où j'en gagne beaucoup, mais grosso modo, ici, plutôt, on voit quelqu'un qui était plutôt avec un bon modèle qui gagnait de l'argent. Donc, dans une compétition, il gagnait de l'argent. Alors, on a mis en place ce système de reporting hebdomadaire, essentiellement parce qu'on ne voulait pas quelque chose d'instantané. On ne voulait pas de l'apprentissage automatique. On ne voulait pas qu'il y ait des robots qui fassent en gros du reinforcement learning, qui viennent et qui apprennent tout seuls et qui jouent en permanence et qui saturent notre serveur. Donc ça, c'est ce qu'on envisage pour d'autres types de jeux. Mais dans le design tel qu'on l'avait envisagé, on voulait que les gens apprennent tranquillement. Et c'est effectivement ce qui se passe dans la réalité. C'est-à-dire quand vous êtes un vrai assureur, vous changez vos prix, vous les proposez, et généralement, il faut un petit peu de temps pour avoir des retours, en particulier sur les sinistres. Les sinistres, vous ne les observez pas dans les 15 jours qui suivent la mise en place de votre pricing. Donc, on avait voulu mettre en place ce délai quand même pour que les gens attendent un petit peu avant d'ajuster les prix, de voir un petit peu ce qui se passait. Donc, on a eu 2 minutes, Arthur. Donc, on a eu ce mécanisme qui était proposé et on a eu un jeu qui marchait, qui a très bien marché. En termes d'audience, en parallèle, on avait lancé un Kaggle qui avait été organisé avec plusieurs sociétés d'actuaires et on a eu beaucoup plus de joueurs dans cette version un petit peu exotique parce que le jeu était compliqué à comprendre. Mais on a eu presque 5 fois plus de personnes qui ont participé sur notre plateforme iCrowd que sur une version Kaggle où il y avait juste un algorithme prédictif qui était proposé par en gros l'Institut des actuaires australiens, l'Association de Singapour et l'Institut anglais des actuaires. Donc on a eu un jeu qui a été très populaire. On est très content d'avoir toute cette collaboration des actuaires pour essayer de mieux comprendre les mécanismes d'assurance. Donc c'est des travaux sur lesquels on va continuer à travailler. J'ai pas eu le temps de vous présenter les résultats, mais je les ferai à l'automne dans différents séminaires et conférences. On continue à travailler sur toutes sortes de choses, en particulier les approches de reinforcement learning en assurance, donc qui reste un sujet relativement important. On a aussi pas mal de travaux en cours sur les notions de fairness et de discrimination, parce que ça reste un vrai sujet en assurance, et que là, je disais qu'on pouvait utiliser toutes les données à notre disposition. Dans la vraie vie, il y a des pays dans lesquels il y a des contraintes. Par exemple, je n'ai pas le droit d'utiliser le genre de l'assuré pour proposer un tarif différencié. Donc, la prise en compte de cet aspect fairness et discrimination est un volet important. Et on a toutes sortes de choses donc, qui étaient évoquées en introduction, le fait que j'ai cette Joint Research Initiative sur l'histoire des nouvelles données. Donc, on travaille pas mal sur l'imagerie satellite et le NLP pour essayer d'extraire des informations
qui pourraient être utiles à des assureurs pour essayer de mieux comprendre les risques des contrats qu'ils proposent. Je vais peut-être m'arrêter là. En tout cas, je vous remercie, puis je reste un petit peu pour une petite séance de questions, si vous voulez. OK, merci beaucoup. Vous pouvez laisser vos questions dans l'onglet « Questions » sur le swap card. Je vais commencer par une première question. Vous avez mentionné les collaborations avec les instituts des actuaires de différents pays, au fait, et on sait que les actuaires et les compagnies d'assurance sont un peu plus rigides et traditionnels dans leurs approches. Donc, comment vous voyez ou qu'avez-vous vu jusqu'à présent comme collaboration des compagnies d'assurance même, et pas seulement la participation, mais aussi l'implémentation de ces nouveaux modèles dans le pricing ou dans les reserving, par exemple? Ouais, alors en tarification, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites il y a à peu près une petite dizaine d'années, où effectivement on a vu arriver tous les algorithmes de machine learning et beaucoup d'assureurs ont commencé à se dire qu'ils pourraient recruter non plus des actuaires, mais des data scientists. Après, vous aurez peut-être l'impression que je prêche pour ma chapelle, mais ça a été un désastre. Dans le sens où certains actuaires, et je l'ai vu dans certaines compagnies relativement petites en Europe, se sont mis à tarifer de manière différente, par exemple en assurance habitation, par rue, donc l'équivalent des zip codes à Montréal. Donc on avait des personnes qui avaient un zip code différent, pouvaient payer beaucoup plus cher, juste parce qu'ils étaient en face de la rue. Donc on a eu des personnes qui ont fait des modèles qui très clairement surapprenaient. Donc peut-être qu'ils avaient mal embauché les data scientists qui voulaient pour faire les tarifs, mais il y a eu un vrai souci qui est que les modèles ont été un peu déconnectés des pratiques historiques et qui en fait marchaient bien. Et en fait, je pense que on peut considérer que les assureurs sont traditionnalistes, mais en fait, c'est pas plus mal parce que leur but n'est pas forcément d'aller, encore une fois, je le disais dans ma parenthèse tout à l'heure, le but n'est pas exactement de savoir qui aura un accident. Le but est de créer une mutualité de personnes qui sont prêtes à partager du risque. Donc, en fait, la prime, elle n'est pas forcément si importante. On se doute que c'est plus juste que quelqu'un qui conduit une voiture de sport, quelque part, paye une prime un peu plus chère, parce qu'on sait que ces genres de véhicules, à la fois, coûtent plus cher et causent plus d'accidents. Mais raffiner les primes au point encore une fois, ça se voyait sur la variabilité des prix. Quand on faisait des GLM, on avait des variabilités des prix qui étaient relativement faibles. On peut dire que le moins cher payait peut-être 10 fois moins cher que le plus cher. Mais quand on faisait des algorithmes, moi je l'ai vu sur des algorithmes de boosting où on passait d'un facteur de 1 à 1000. Et c'est peut-être pas raisonnable. Voilà. Donc il y a eu pas mal de réflexions. Donc il y a eu un engouement au début sur lequel on est revenu un petit peu en arrière. En tarification, c'est un peu compliqué, surtout que dans beaucoup de cas, il y a un gros besoin d'interprétabilité. Les algorithmes de réseau de neurones étant difficilement interprétables, c'est difficile de les proposer. En reserving, c'est un peu différent. Donc le reserving, le but est juste de mettre de l'argent de côté parce qu'on sait qu'on va avoir un risque et on ne sait pas combien ça va coûter. Ça, par contre, on est relativement libre sur les méthodes. Et ça peut être effectivement très intéressant d'aller en particulier savoir qu'un sinistre, il est en train d'aller au tribunal, que potentiellement il y a eu d'autres sinistres similaires qui ont coûté très très cher. Donc effectivement, il y a beaucoup à apprendre. Même si les données sont souvent de mauvaise qualité, en particulier dans les accidents corporels, puisque ce sont des données assez sensibles. Mais c'est un vrai sujet important et qui est toujours pas tranché. Il y a beaucoup de discussions de part et d'autre entre les data scientists et les actuaires. Et je pense qu'on va effectivement arriver à un équilibre. En tout cas, on voit de plus en plus la science de données arriver dans les formations en actuariat. OK, merci. Donc, il y aurait peut-être plus d'efforts à faire du côté reserving que du côté tarification, ou peut-être cette granularité ne rajoute pas beaucoup de valeur aux assurés ou même aux compagnies d'assurance. Oui, après, il y a aussi tout l'aspect toujours les préventions, en fait. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire, en particulier avec l'utilisation des images satellites. Ce qu'on essaie de voir, c'est repérer des zones qui seraient à risque, même si sur les 15 dernières années, on n'a rien observé. Donc, il y a aussi un aspect prévention qui est très important, sur lequel la science de données peut beaucoup apporter. On le voit aussi en données télématiques, où on voit de plus en plus des choses arriver parce qu'on observe le comportement des conducteurs. Donc, dès qu'on voit que quelqu'un a conduit 4 heures d'affilée, peut-être que les assureurs auraient tendance à dire fais une petite pause, si tu veux, je te paye un café sur la prochaine heure de repos, mais ralentis un peu là. On a une question, 1 minute. Donc, quels algorithmes sortaient les plus souvent parmi les gagnants? On a eu beaucoup de méthodes de type boosting. Alors, on a eu toutes sortes de choses. Celle qui ressortait beaucoup, c'est celle qui, en fait, faisait des algorithmes de type boosting, random forest, pour essentiellement extraire, pour faire du feature selection. Donc, pour aller chercher les variables importantes. Et ensuite, on revenait plutôt sur des algorithmes de type GLM, essentiellement parce que c'était plus simple à faire tourner. Donc, ces algorithmes-là sont ceux qui, dans tous les jeux que j'ai pu organiser, et c'était le cas dans celui-là, en fait, se sortaient le mieux. Donc, on voit que les approches traditionnelles des actuaires sont pas complètement stupides.
La seule chose, c'est que on pouvait faire beaucoup mieux en termes de sélection de variables avec ou de la construction de variables, même en faisant juste des réseaux de neurones pour construire quelques neurones, les prendre comme input ensuite pour des GLM. Ça marche relativement bien. Donc, on voit que c'est vraiment les interactions entre modèles qui permettent de faire des choses qui marchent relativement bien. OK. Ben, merci beaucoup, professeur Charpentier. C'est la fin de la présentation. On est à temps, donc merci. Et je vous souhaite une bonne reste de la journée dans les autres présentations aussi. Merci. À bientôt. À bientôt.